à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans Génération Jeune. Nous sommes lancés à la découverte des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Allez, coup de projecteur tout de suite sur notre champion du jour, c'est parti. Cette semaine, on s'attaque à la toute première discipline du BMX, inscrite au programme des Jeux Olympiques, le BMX Race. Une course, 8 guerriers côte à côte, attention aux chutes, la moindre erreur ne pardonne pas. Les Français sont très forts dans la discipline. Léo Garoyan notamment, 19 ans, il a tout raflé en junior, champion de France, champion d'Europe et champion du monde en 2018. Depuis cette année, il est passé élite et a intégré le pôle France olympique de Saint-Quentin en Yvelines. Il est bien évidemment avec nous, Léo Garoyan. Salut Léo. Salut. Ça va ? Ça va, tout va bien. Tu es venu accompagné de ton coach, Simon Marchal. Salut Simon. Bonjour. Donc toi, tu entraînes toutes les équipes de France olympique à Saint-Quentin en Yvelines. Non, pas toutes, seulement l'équipe de France junior. Donc ça en équipe de France, et après je suis entraîneur au pôle où il y a des élites également, mais qui ne sont pas forcément en équipe de France. D'accord. Léo, toute passion vient un peu de la famille, pas forcément, mais on va dire dans la plupart des cas, toi c'est ton père qui adorait le BMX. Tout a commencé sur un petit champ de bosse, vers Fréjus. Raconte-nous un petit peu. C'était tous les soirs après l'école, mon père, au lieu de me dire viens, on va faire les devoirs, je posais le cartable et je prenais mon vélo, on partait à la base nature, et puis à partir de là je faisais que du vélo, je m'arrêtais pas, le soir je rentrais et puis j'avais qu'une seule hâte, c'était de retourner le lendemain refaire un petit tour de vélo. Mais... Trop cool le papa. Au lieu de faire les devoirs, c'était on va au vélo. Ouais, c'est ça, on partait à 4 heures, dès que j'avais terminé, on prenait le vélo, on partait, et c'est vrai que c'était quand même des moments assez plaisants. Toi Simon, tu es un ancien coureur. Comment tu es devenu entraîneur et depuis combien de temps tu entraînes Léo ? Comment je suis devenu entraîneur ? Il y a une formation diplôme d'État qui est spécialité BMX qui est sortie en 2012 de mémoire. Et du coup, c'était la première. Je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aimais encadrer. J'encadrais dans mon club depuis déjà quelques années. Et pour la suite, je ne me voyais pas faire autre chose. Donc j'ai passé le diplôme et puis j'ai entraîné dans mon club. Et puis ensuite à Bourges, au pôle France Jeune. Et puis ensuite au pôle olympique à Saint-Quentin. Et Léo, du coup, j'ai commencé à l'entraîner à Bourges en 2017-2018. Et il est monté à Saint-Quentin avec moi. Et du coup, ça fait 3 ans que c'est la 3e année là, que je l'entraîne. Parce qu'il y a un poste qui s'est ouvert, c'est ça ? Il y a un poste qui s'est ouvert en 2000... pour 2019 là, à Saint-Quentin. Léo, on va rappeler un petit peu du coup les règles du BMX Race. Comment ça se passe un petit peu en compétition ? Combien la piste, elle fait de mètres déjà ? Elle fait environ 400 mètres du départ à l'arrivée. Et c'est une course qui dure environ maximum une quarantaine de secondes, avec des bosses plus ou moins longues, des enchaînements techniques. Et on part à 8 de la grille de départ et c'est le premier arrivé à la fin qui a gagné. Et c'est ça qui est vibrant. Combien il y a de manches ? Alors, il y a 3 manches qualificatives où il faut être dans les 4 premiers pour passer au tour suivant. Okay. Et ensuite, tout dépend du nombre de pilotes. On peut partir du 16e de finale, 16e, 8e, quart, demi-finale. Et il faut être toujours dans les 4 premiers pour aller jusqu'en finale. Et en finale, il faut être premier. Et c'est ce qu'on disait juste avant l'émission, il n'y a pas de limite de nombre. Par exemple, il peut très bien y avoir 3 Français en finale, 3 Français sur le podium. Il n'y a vraiment pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. La finale où il a gagné en junior, là, au championnat d'Europe, c'était 8 Français en finale. Parce que c'est comme ça s'est déroulé comme ça, ils se sont qualifiés au fur et à mesure, et puis arrivé en demi, il y en a 4 qui passent dans la première, 4 qui passent dans la deuxième, et du coup 8 Français en finale. On n'est pas fort du tout en BMX, les Français. C'est quand même une nation qui a bien monté niveau français. C'était... Depuis quelques années, on va dire, on se défend plutôt pas mal en France. Qu'est-ce qu'un coach recherche chez un athlète de BMX ? Est-ce qu'il faut avoir des qualités, est-ce qu'il faut avoir des qualités physiques déjà avant de pouvoir faire cette discipline ou on apprend sur le tas en fait ? Déjà, avant tout, c'est un sport qui est technique, donc déjà, il faut essayer de savoir faire du vélo. Moi, je dis ça, il faut savoir faire du vélo. Alors après, sur la piste, hein, mais... et après, ensuite, c'est des qualités d'explosivité. C'est principalement, on va dire, ce qu'on recherche au départ, parce qu'en gros, ça se joue dans la butte, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc en gros, sur les 20 premiers mètres jusqu'au premier obstacle, il y a beaucoup de choses qui se jouent.
Je dis pas que c'est impossible de ne pas gagner une course si on n'est pas premier là, mais ça donne des bonnes prédispositions. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu stratégique? Il peut y avoir un peu de stratégie, notamment le placement sur la grille. Je pense à ça principalement là, mais ouais, il y a un petit peu de stratégie aussi. Ouais. C'est quoi la vitesse de pointe, grosso modo, d'un coureur de BMX? On peut arriver en bas de but à 60 km/h. 60 km/h. Ah ouais, c'est beaucoup. Au coude à coude avec 7 autres pilotes. Ouais. Et c'est souvent pareil, ça, tout ce qui est confrontation, c'est souvent ce qui peut poser problème à certains. C'est d'arriver à 60 en bas, au coude à coude avec les autres. Et souvent, il y en a un et du coup, voilà, c'est comme faut avoir plus envie que l'autre. Justement, tu parles du frein. Il n'y en a qu'un seul, c'est ça? Il n'y en a qu'un seul. Tu freines beaucoup? Non, il faut freiner le moins possible, mais à des moments, quand tu n'as pas le choix, il faut freiner. Et malheureusement, c'est là où on perd un peu de temps, mais si on peut ne pas freiner, c'est le mieux. À quoi tu penses exactement avant de t'élancer dans la butte? Est-ce que tu as un petit peu peur? Non, c'est pas de la peur, c'est un peu comme tout athlète. Hein, on n'a qu'une seule envie, c'est de gagner. Donc du coup, on monte en haut, on est sur la grille, on n'a qu'une seule envie, c'est que la grille elle tombe pour partir le plus vite possible. Mais oui, juste avant de partir, on pense à rien et juste à vouloir gagner. Tu as un petit rituel avant ou pas? Ouais, j'ai un petit rituel. J'aime bien que mes gants ils soient vraiment bien tirés pour pas qu'il y ait un petit pli qui commence. Sinon, ce que je fais, c'est que je remets bien mon casque et après, je ferme les yeux et puis dès qu'il dit allez go, c'est parti, on y va. Et je pars. Je pars comme une fusée. Voilà, je pédale. On parlait tout à l'heure de la position. Du coup, est-ce que c'est très important, par exemple, si on est sur les extrémités ou alors au milieu? C'est quoi le mieux en fait? C'est quoi le mieux? Ça dépend en fait de chaque pilote. Le mieux c'est l'intérieur, on va pas se mentir, hein, parce que dès que tu es à l'intérieur, tu as plus de chances d'être au point de corde le plus vite possible. Mais après, tout dépend des pilotes. Hein. Il y en a qui ont un peu plus de mal sur la sortie de grille, mais qui accélèrent plus fort que les autres. Du coup, ils vont privilégier l'extérieur de la piste, donc ils vont partir vers la 7 ou la 8. Et après, il y a d'autres pilotes qui sortent très fort et qui continuent à accélérer très fort. Du coup, ils se mettent à l'intérieur et après, il y a d'autres pilotes qui n'ont pas le choix, qui se mettent en plein milieu et on voit ce qui se passe. C'est au choix la position du départ? C'est au choix, c'est par rapport, sur les Coupes du Monde, ça dépend du chrono qu'on a fait au tour précédent. Ou sinon, sur les Coupes de France ou les Coupes d'Europe, je crois, oui, c'est ça. C'est par rapport au placement qu'on a fait sur le tour d'avant. Est-ce que quand tu es dans la butte de départ, tu élabores un plan en amont avant la course? Est-ce que par rapport au concurrent qui est à côté de toi, forcément, est-ce que tu sais à qui tu vas devoir faire attention? Non, pas du tout. Non. Je pense que il y a des tours où je regarde juste où je suis, je regarde à quelle place je suis, et puis je monte et arrive en haut, si je me dis ah ouais, quand même, je suis avec eux, et en fait, au final, non, je pense que j'élabore zéro plan, je me mets sur la grille, je pars, et puis faut on pas voit ce qui se réfléchir. passe, quoi. Simon, je pense que tu pourras bien nous en parler des chutes. Parce que quand même, il faut dire qu'à l'entraînement, tu nous disais qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Mais en compétition, c'est vrai qu'on en voit beaucoup quand même. Alors, les chutes, souvent, à ce niveau-là, c'est des erreurs techniques. C'est rare que ça provoque des chutes. Ce qui provoque beaucoup de chutes, c'est tout ce qui est confrontation, ce que je parlais tout à l'heure. Donc, quand on est au coude à coude, qu'on est dans l'envoi d'une bosse prêt à sauter et que on se fait un peu déstabiliser, c'est là que ça peut arriver. Ou dans les virages. Tout à l'heure, il y avait une image. Mais on va en voir plein là, des chutes. Qui chutent dans les virages. Ouais, voilà. Et à l'entraînement, non, généralement, ça peut arriver, hein, mais généralement, à l'entraînement, c'est pas là où il y a le plus de chutes. En compète, on voit plus de chutes. Voilà, notamment dans les virages, quand c'est au coude à coude et que ça veut essayer de prendre l'inter à un autre. Ouais. Franchement, ça fait partie du jeu, non? Un petit peu, quelque part. Oui, ça fait très clairement partie du jeu. Malheureusement, quand on tombe, on est un petit peu déçu, mais après, on n'est pas non plus là à toujours tomber, tout le temps tomber. Ça dépend un petit peu de notre état de forme aussi, mais oui, on tombe pas tous les jours ou tous les week-ends de course. Tu préfères chasser ou être chassé? Être chassé. Pourquoi? Parce que je me dis que être chassé, je sais qu'ils sont derrière moi et que j'ai juste une seule chose à penser, c'est être propre sur mon tour et rester lucide. Alors que si je dois chasser, il faut que je fasse attention à ceux qui sont derrière, à ceux qui sont devant. Donc non, je préfère être devant et me faire chasser. En termes de préparation physique, comment ça se passe? Parce que quand même, pour amortir les bosses, il faut avoir des bonnes jambes.
On va dire la prépa physique, nous, c'est plutôt pour tout ce qui est accélération dans la butte. Donc c'est beaucoup de muscu. On développe la force et pour derrière essayer de développer l'explosivité. On fait en ce moment, on fait beaucoup d'haltérophilie. Ah ok. D'haltéro parce que c'est un sport Et sur de l'explosivité plus. qui est beaucoup axé sur l'explo. Donc on essaie de faire pas mal de séances axées sur l'haltéro en ce moment. Pas forcément très lourd, mais bien explosif. Ouais, voilà, ouais. Et alors, combien il y a d'heures de vélo? Combien il y a d'heures de muscu? Ça dépend des périodes. En hiver, on va essayer d'axer un petit peu plus sur tout ce qui est muscu. Puis dès qu'on approche des courses, le volume d'entraînement, le volume de BMX, il va augmenter. Mais je dirais, on est à 4 muscu, 3-4 muscu, et on est tout le temps à peu près à 3 BMX en hiver. Et puis à l'arrivée dans la saison, on va diminuer un petit peu la muscu, essayer de descendre à 1 ou 2. Et puis le BMX, on essaie toujours de rester plus ou moins à 3, 4, ça dépend. Tu aimes bien la muscu, toi hein? Ah, Non, en ce moment, t'es pas content? non, c'est pas content, mais après en même temps, c'est un petit peu. Il faut passer par là pour préparer la saison. Mais oui, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur sous des barres de muscu plutôt que sur un vélo. Puis il a les mains abîmées, donc après il dit j'ai mal aux mains. Ah oui, un peu douillet quoi. Tu fais une année junior 2018 de folie. Et pourtant, c'est pas forcément facile pour toi parce que tu sors d'une période très compliquée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Où est-ce que tu as trouvé la force de ramener ce titre de champion du monde junior? Je sais pas en fait. C'est ça le problème. Je pense que j'étais prêt pour cette course. J'étais avec Simon toute l'année, on a préparé cette course. On a toujours fait en sorte que je me sente bien à ce moment-là. Et ouais, je pense que je suis arrivé au moment de la course, à la finale, j'étais prêt et je savais ce que je voulais. Donc j'étais sur la grille et moi, mon seul objectif, c'était de sortir avec le maillot arc-en-ciel. Et t'étais bien dans ta tête. Ouais, voilà, j'avais pas de problème qui était là. Donc moi, ma seule envie, c'était de sortir de la grille pour vite gagner. Et dès que j'ai réussi à passer la ligne d'arrivée, j'ai fait waouh. Et ramener le titre à la maison, quoi. C'est bon, j'ai ramené le titre à la maison. Et alors, comment on fait? Parce que je crois que tu as un petit peu arrêté le BMX pendant quelques années, c'est ça? Mais au final, tu es revenu en furie, quoi. Ouais, j'ai pas vraiment arrêté complètement. D'accord. J'étais, à cause de problèmes de famille, j'ai préféré mettre un petit peu en pause les compétitions, les entraînements. J'étais un petit peu plus en dépression, on va pas se mentir. Hein. Et au fur et à mesure, je sais pas pourquoi, ma mère, elle m'a poussé et d'un coup, elle m'a dit stop, on arrête là, je t'envoie, c'est bon, tu pars de la maison, va faire du vélo, alors que depuis que je suis tout petit, j'adorais ça et là, j'avais plus du tout envie. Donc, bien sûr. Et je sais pas, elle m'a envoyé à Aix-en-Provence et à partir de là, j'ai commencé à me ressentir bien, les résultats ont commencé à revenir. J'ai réussi à monter en junior et après, les résultats étaient encore là, j'arrivais à gagner des courses. Et au final, après, je suis parti à Bourges avec Simon et c'est là où on a commencé à... Et là, c'est l'éclate. Voilà. Là, on était bien, là. Non, mais parce que c'est ça aussi, sa force à Léo, c'est que c'est un battant. Oui. Ouais, ça dépend des périodes, mais en course... tous les sportifs, ils ont un peu des périodes... En course, quand il a décidé, c'est vrai quand il accélère, je lui dis tout le temps, des fois, je te vois pas les bras écartés, là, comme je te vois sur certaines courses. Pas quand il est comme ça, un peu, ça fait un peu. Quand je te vois comme ça, là, c'est bon, mais après, des fois, c'est pas le dernier à se plaindre, on va dire. Bon, de là s'enchaîne ton titre de champion de France. Ouais. Alors, on va mettre les images à l'écran, ici, et tu vas nous les commenter, parce que franchement, cette course, elle était énorme. Elle était énorme, juste énorme, parce que je prends un bon départ, mais là, comme on peut voir, j'ai failli tomber. J'ai réussi un petit peu à me remettre sur mon vélo bien, et à partir de là, je me suis dit, bon, allez Léo, tu reprends un petit peu tes esprits et tu y vas. Et là, quand j'ai vu que j'étais deuxième, j'étais pas très loin, je me suis dit, on va essayer. Je voyais que j'avais plus de vitesse que Jérémy. Donc je me suis dit, on attaque, on essaye de voir. Et là, j'ai réussi à passer. J'ai fait, énorme. Allez, il reste plus qu'une ligne, tu vas la tenir. Et là, on peut voir que Dylan, il est arrivé très très fort derrière moi et ça s'est joué à rien du tout. Et c'est là ce que tu me disais, justement, la technique sur la roue arrière. Ouais, pour amortir les bosses et aller plus vite, ça permet d'aller plus vite. Oui, ça va un peu plus vite sur des bosses, mais là on peut voir qu'on a fait tous les deux exactement le même passage et
Là, c'était plutôt qui c'est qui allait craquer avant. Et mine de rien, il n'a pas craqué, j'ai pas craqué. Et ça s'est joué à rien du tout, quoi. Un petit pneu, donc... Tu étais là, toi, Simon? Ouais. Énorme à regarder aussi. Une petite frayeur Ouais. en première ligne Au droite, début. là, où il fait une petite erreur. Ouais, je me suis dit, il est resté sur le vélo. C'est bon. Puis derrière, il fait un tour où il appuie bien dans les bosses. Et puis il vient rattraper le premier. Lui passer devant de l'extérieur, c'est plutôt rare. C'est pas souvent ça. Souvent, on voit plutôt à l'inter dans un virage, C'est essayer sûr. de monter l'autre. Ouais. Là, il passe devant de l'extérieur, donc c'est plutôt... À ce moment-là, tu as dû ressentir un coup d'adrénaline, là? Ouais, parce que quand tu arrives à l'extérieur, tu vois que le pilote, il est premier, il est à l'intérieur, tu te dis... normalement, ça passe jamais, ces trucs-là. Donc, Ouais. puis là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, bon, vas-y, on essaye. Hein. De toute façon, c'est la finale. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis. Et c'est passé. Et là, j'ai fait waouh. Bon, ensuite, tu enchaînes derrière avec le titre de champion d'Europe. Ce qui fait que tu as toujours sur ton vélo les couleurs du championnat du monde, du championnat de France et du championnat d'Europe. Oui, j'ai un vélo exprès avec toutes les couleurs. Mais lui, il reste à la maison. Je roule plus avec. Ouais. Mais en tout cas, ce titre de champion d'Europe, il a peut-être une saveur particulière pour toi parce que tu étais à domicile dans ton club à Sariens. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment à domicile. Après, la piste, je la connaissais pas vraiment parce que il avait refait pour la course. J'étais pas vraiment tous les jours en train de m'entraîner là-bas. Je préférais rester avec Simon au quotidien pour m'entraîner. Donc, mais ouais, c'était la fin de la saison à la maison, comme on peut dire, et avec en plus des erreurs. Normalement, avec des erreurs comme ça passe pas. Et ouais, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça la saison avec tous les titres. C'est vrai que c'est. Tu sais pas comment. Tu étais là au bon moment, quoi. Et, franchement, c'est ce que tu lui demandes aussi, c'est d'être là toujours au bon moment. C'est souvent ce qu'on demande. Gagner toutes les courses, c'est pas forcément évident, mais gagner celles qui sont importantes, c'est ça qu'on leur demande. Il faut savoir faire le tri. C'est important pour eux. Bon, en tout cas, après cette énorme année junior, faut rentrer dans le grand bain, si je puis dire, pour le circuit élite. Je pense que c'est un autre niveau aussi. Et par contre, tu fais quand même une finale sur une Coupe du Monde. C'était à Sariens aussi, d'ailleurs. Non, c'était une Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, pardon. Coupe d'Europe. À Sariens. Et pas mal quand même. Oui, c'est vrai que c'était vraiment bien parce que, encore une fois, c'était encore sur mon club. J'arrive à faire une finale et j'étais quand même assez content de moi, mais parce que je pense que j'étais un peu énervé de la veille où je fais 5 ans demi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et le lendemain, je fais finale, donc j'étais assez content de moi, mais on va dire que la saison aurait pu être encore mieux, mais ouais, c'était un peu. C'était déjà de la joie. Et en même temps, Simon, c'est quoi la différence entre le circuit junior et le circuit senior? Le circuit junior, on a des athlètes qui n'ont que 2 ans de différence. Là, entre Léo, qui est de 2000, et par exemple un Joris Daudet, qui est de 91, il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a tous les meilleurs depuis 10 ans. Donc faut faire sa place, quoi. Et pour des jeunes, c'est pas évident. C'est pas évident de faire sa place. Tu vas pas craquer. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a de quoi être inspiré en France parce qu'on a quand même de très grands champions. Tout sportif a un modèle dans le sport, dans son sport ou pas forcément d'ailleurs. Il est temps de découvrir lequel est le tien. C'est parti. Alors, dis-nous tout. On va dire que depuis que je suis tout petit, mon modèle, ça a toujours été Joris Daudet. Donc, pour moi, c'est un petit peu le meilleur pilote au monde. Quoi qu'il se passe. Donc, et je trouve qu'il a une facilité de pilotage qui est excellente. Donc, pour moi, c'est un rêve en fait. Quand j'étais tout petit, je le regardais à la télé. Je voyais qu'il ramenait les titres comme si c'était aussi simple que ça. Il était champion du monde avec une facilité. On avait l'impression que c'était. Pour moi, j'étais devant lui. J'avais les yeux, ils étaient tout brillants. Et que maintenant, je roule avec lui. Je me dis waouh. Oui, mais bon, d'un côté, il a commencé comme Léo, champion du monde junior. Et bon, maintenant, c'est peut-être un des meilleurs pilotes du monde. Donc, Et aussi, comme tu l'as dit, il a quasiment plus de 10 ans de plus que toi, donc tu as encore le temps quand même. Ouais, c'est sûr. Ça veut dire que tu étais au taquet devant le quart de finale aux Jeux Olympiques là, en 2016. Moi, j'étais comme un fou devant la télé. Moi. Où il tombe, malheureusement. Après, c'est comme on dit, c'est les règles du BMX, mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur quand tu vois tous ces pilotes qui sont là et que un pilote avec qui tu rêverais de rouler plus tard, il tombe, tu te dis mince,
Ça fait chier. En plus, c'était un Français, donc tu te dis waouh. Et après, c'est la course, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu de peine pour lui, et même pour tous les autres pilotes qui sont tombés. Mais Surtout qu'il était champion du monde en titre, donc C'est ça. il y avait de bons espoirs, et du coup, une mauvaise chute qui n'a pas pu lui permettre comme quoi, de continuer. on a beau être le meilleur. C'est sûr. C'est un bon modèle, Joris. Ouais, c'est le type de pilote qui est beau à voir rouler, enfin ouais, c'est un bon modèle. Ouais. Est-ce qu'il habite aux États-Unis, mais est-ce que sur des courses, tu as déjà eu l'occasion de parler avec lui? Est-ce qu'il te donne des conseils? Alors oui, j'ai déjà eu l'occasion même parce que sur des Coupes du Monde, on Bien a sûr, été, de faire des... ensemble. Après, on va dire que on s'est côtoyés, on a réussi à parler ensemble. Après, c'est vrai que lui, il a déjà son fonctionnement sur les courses, donc alors que moi, je cherche encore un peu comment il faut faire. Je suis un peu perdu quand il s'agit d'être dans la cour des grands. Donc, mais ouais, j'ai déjà eu l'occasion de lui parler. On a mangé ensemble pendant tous les repas en équipe de France. Donc c'est vrai que c'était... Tu te dis, mince, je le voyais à la télé, maintenant je mange à côté de lui. Ouais. Tu rêves comme Joris des Jeux Olympiques et c'est bien normal. Tout sportif se bat pour participer au moins une fois à cet événement planétaire. Quelles sont les étapes à franchir pour y parvenir? Quels sont les projets pour les jeunes sportifs? C'est l'heure de notre rubrique Jusqu'à la flamme. Alors, bon, je suppose que Tokyo 2020 pour toi c'est un petit peu tôt, étant donné que tu viens de sortir de tes années juniors et qu'il y a quand même pas mal de concurrence dans le BMX en France. Mais bon, tu peux rêver de Paris 2024 quand même. Et je ne sais pas si les modes de sélection seront les mêmes pour Tokyo 2020 ou Paris 2024, mais Simon, comment ça va se passer concrètement pour la qualif? Si les modes de sélection restent les mêmes, on va pas se cacher, faut être dans le top 8 de la Coupe du Monde. Voilà, en gros, cette année, ils sont 4 à être dans le top 8 de la Coupe du Monde, 4 Français à être dans le top 8 de la Coupe du Monde. Il n'y a que 3 places, donc voilà, même en étant dans le top 8, on n'est pas sûr d'y aller. Donc j'espère que le niveau français va se maintenir comme ça. Donc en gros, s'il veut aller sur le 2024, c'est aller chercher des finales de Coupe du Monde régulières. Et c'est des quotas ou c'est nominatif? Il y a le quota par pays en fait. C'est ça. Déjà le pays est classé. Oui. Si on est premier ou deuxième pays, on peut emmener trois athlètes. Ouais. Et ensuite c'est le pays qui choisit son mode de sélection. Donc s'il décide d'envoyer un qui n'est pas forcément bien classé, ça peut se faire comme ça, mais bon. Ok. Et du coup, pour la France, il y a un classement, c'est ça? Oui, là on est actuel. Alors, ça a peut-être changé dernièrement, mais on est premier. On était D'accord. premier. Et est-ce qu'on sait à peu près déjà qui ira, par exemple, en 2020? Là, il y en a 4 qui se dégagent, on va dire, qui sont Joris, Sylvain, Jérémy Rancurel, Romain Mailleux, on va dire, c'est ceux aujourd'hui qui ont fait le plus de finales de Coupe du Monde ou de podium ou de gagne sur les Coupes du Monde. Donc on va dire que c'est ces 4-là, mais il y en a encore derrière qui sont potentiellement sélectionnables. Ouais, pas facile. Mais pas facile, surtout vu le niveau des Français actuellement, quoi. Bon, les Jeux à Paris, à domicile, ça te réussit plutôt bien, toi, donc ça doit te tenter. Oui, après, on va dire que les Jeux Olympiques, c'est un rêve, mais en plus, les Jeux Olympiques dans son pays, on va dire que c'est encore un Graal. Mais oui, moi, ça serait mon rêve de faire les Jeux Olympiques de Paris. Et en plus, ça sera du coup, alors pas sur la piste où tu t'entraînes habituellement à Saint-Quentin, parce que bien évidemment, c'est pas possible, mais en revanche... Ce serait normalement sur une piste qui serait faite à côté de la base de loisirs, une piste temporaire normalement. Donc voilà. Ce serait à Saint-Quentin, donc pas très loin de... Tu ne seras pas dépaysé. Ouais, quoi. on ne sera pas dépaysé. À la maison, quand même. À la maison. Alors, on n'est pas forcément le pays qui a le plus d'infrastructures, et pourtant, on a des très très grands champions en France. Je pense que dans les pays comme, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais Amérique latine ou les États-Unis tout simplement, ils doivent avoir des super grosses structures. Ouais, c'est-à-dire en France, l'infrastructure des Jeux Olympiques avec une butte à format 8 mètres, il y en a 2 en France qui sont fonctionnels, on va dire.
Après, il y en a quelques-unes, des hybrides, mais bon, c'est pas forcément les. Mais Et comment tu expliques alors qu'on est super bon? Ce qui fait la force de la France, c'est qu'on a une grosse masse en fait. Et si je me trompe pas, on doit être le pays qui a le plus de licenciés en BMX. Donc je pense que ça vient de là. Et que au niveau entraînement, on est assez structuré. Il y a des structures fédérales, mais il y a aussi des structures clubs qui apportent de la qualité. Donc on va dire, c'est pas forcément le cas dans tous les pays. Dans certains pays, ils misent beaucoup sur un tout petit groupe de pilotes et ça tourne autour de cela, alors que nous, on a des pilotes qui peuvent venir un peu de partout parce qu'il y a des clubs qui forment bien les athlètes. Il y a des bons coachs en plus. Très bon coach. C'est quoi son surnom? Comment tu l'appelles? Siméon. Allez, c'est le moment de détente de l'émission. On termine par le quiz. J'espère que vous avez révisé. Oula. Je me réjouis de ce moment. Léo, je vais te poser 3 séries de 3 questions très rapides pour apprendre à mieux te connaître. Suis une question sur le BMX. Vous connaissez les règles. Faut que tu essayes vraiment de répondre avant Léo, parce qu'à la clé, on a des dossiers. On en a un sur toi aussi. Merci. On va voir. T'es prêt? Non. Allez, c'est parti. T'es plutôt chocolat noir ou chocolat blanc? Chocolat blanc. Été ou hiver? Été. Avengers ou X-Men? Avengers. Attention, question sur le BMX. Qui est la première championne olympique, Marie Strombergs ou Mike Day? Marie Strombergs. Absolument. Dossier sur Léo, s'il vous plaît. Pourquoi tu me laisses le temps? Aïe, c'est quoi ça? Ça va arriver, ça va arriver. Voilà. C'était où ça? Ça, c'était dans la chambre de Tessa Martinez. C'était l'année dernière, je crois. Je sais pas pourquoi. T'aimes bien chanter? Ah, j'adore. En plus, c'était Dajou, j'étais à fond là. Donc en fait, Tessa, elle est grillée. Voilà. Là, Tessa, j'ai grillé, donc parce que c'était dans sa chambre, donc je sais que c'était elle. Allez, on continue. Rock ou rap? Rap, Sauna ou jacuzzi? jacuzzi, Foot ou basket? basket. Qui est la numéro 1 actuelle, Felicia Stansfield ou Laura Smulders? Laura Smulders. Smulders. J'ai dit le prénom. Non, j'étais en premier. Franchement, Simon. Mon chef d'édition à départager, c'est Simon. Deuxième dossier de Léo. Même pas, c'est pas possible. Et là, en fait, c'est ce qui va venir qui est très drôle. C'est la chanson. Le refrain. Bon, Tu le connaissais comme ça? Je connais pas toutes leurs vidéos, mais je sais que oui, dans les chambres, ça rigole s'amuse bien. Ouais. Ouais, bah c'est bien. oh Hein là, le chantier. On voit qu'en dehors de la compète, ça va, c'est bien. Allez, wakeboard ou paddle? Paddle, Ciné ou canapé? canapé, Nouvel an ou Noël? Noël. Quelle est la position de la France au niveau du classement des médailles au JO depuis le début? Je ne vais pas vous dire les Ouah. propositions. Oh la vache. Si, allez, je vous le dis. 4 ou 5? 4. 4, ouais, j'aurais dit 4. Bien joué. Léo gagné, c'est 4, derrière les États-Unis. Et la première nation, c'est la Colombie. Oh. Et oui, voilà. Ouais, bah. Du coup, est-ce qu'on peut avoir le petit dossier de Simon? Qui n'est pas vraiment... Il faut qu'on explique ce dossier. Parce que c'est pas vraiment un gros dossier. Mais... Ah bah mince. En fait, voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que tu es derrière. On ne te voit oui. pas là sur la photo. Mais tu es derrière avec le casque. Et en fait, c'est vrai qu'on ne pourrait pas comprendre pourquoi tu portes un casque alors que au final, tu coaches. Oui. Bah, en fait, c'est que je suis toujours avec mon vélo en fait, à l'entraînement. Parce que pour me déplacer, pour aller mettre des plots, voilà, j'aime bien toujours avoir mon vélo. Et du coup, je roule toujours un petit peu sur la piste. Et pour éviter de donner le mauvais exemple, on va dire. Bon, même si c'est pas un casque intégral, je préfère mettre quand même un casque au cas où, quoi. C'est un casque de ball. C'est un casque ball, ouais, qu'on peut mettre en skate ou en parc, d'ailleurs, ils ont ça. Voilà, donc je me déplace avec ça. Et puis, parler avec la mentonnière aux jeunes, c'est pas forcément le top. Donc voilà, j'ai toujours mon casque, en fait, sur moi quand j'entraîne. Vu qu'on est très fair-play dans cette émission, on a un dernier dossier. Non. Franchement, on est obligé. On est obligé. Non. Non. Et voilà. Ça fait du bien mal. Aïe. Ça, c'est une de tes autres activités, en fait. Du coup, tu te fais épiler les sourcils par Tessa. Là, c'était par Emma Joutot. Ah, d'accord. Et, C'était pas Tessa. C'était, on va dire, une de mes premières fois où je me faisais épiler les sourcils.
Et c'était horrible. Quelle sensation. C'est horrible. Je suis content d'être un homme. Hein. Eh oui, eh oui. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci Léo, merci Simon d'avoir été avec nous. Plein de courage à toi parce que voilà, il t'en faut et ça va le faire pour 2024. Merci. Je croise les doigts pour toi. Simon, bon courage en tant que coach. Hein, avoir des spécimens comme ça, c'est pas toujours facile. Pas évident. Puis Tessa, on va essayer de la Ouais, t'inquiète pas. choper. Ouais. Ouais, elle va passer un bon quart d'heure. Allez, nous on se retrouve après les fêtes de Noël pour découvrir un nouveau champion, une nouvelle championne, un autre sport. À très vite. Ciao.